les élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire une correction d'un devoir surveillé numéro un de premier semestre. Voilà, on va jeter un coup d'œil sur le devoir surveillé. Alors voilà le devoir. Il y a deux parties. La partie de physique, 12 points, constituée de trois exercices. Exercice 1 porté sur les ondes progressives. Mécanique bien sûr progressive. Le deuxième exercice sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Et le troisième exercice sur les ondes lumineuses. D'accord? Et la deuxième partie de notre devoir surveillé sera portée, c'est la partie consacrée pour la chimie. C'est 8 points comme barème. Alors c'est le suivi d'une réaction chimique. D'accord? Alors on va commencer maintenant la correction. On va faire l'exercice 1 de la partie de physique. Alors, on va faire maintenant la première partie de notre devoir surveillé, la partie de physique. Alors, le barème, c'est 12 points pour cette partie. Alors, l'exercice 1. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Alors, deux capteurs électroacoustiques sensibles aux vibrations sont reliés à une interface d'acquisition. Ils sont distants de D est égal 38 cm et posés sur une barre métallique. Une frappe de la barre donne lieu à l'enregistrement de deux signaux. Voilà l'enregistrement qu'on a obtenu avec l'interface de d'acquisition. Alors attention en fonction du temps. Voilà, on a ici une barre métallique dans laquelle on a frappé l'une des extrémités. Alors on a ici déposé deux capteurs, capteur numéro 1, capteur numéro 2. La distance entre les deux c'est 38 cm. C'est clair? Alors on a ici c'est la source de la perturbation. Et voilà le sens de propagation de l'onde. Ça marche? Alors pour la première question, indiquez à quel signal S ou S'. Alors comme vous voyez ici dans le schéma, bien dans l'enregistrement, on a deux signaux. Le signal nommé S et l'autre signal nommé S'. Correspond le capteur le plus proche de frappe, capteur numéro 1. Alors, bravo, le capteur numéro 1, est-ce qu'il correspond à signal S ou bien S'? D'accord. Deuxième question, déterminer le retard taux de l'onde entre les deux capteurs. Troisième question, déduire la célérité de l'onde dans la barre. Quatrième question, si on place deux microphones distants de 38 cm dans l'air au lieu des capteurs, que serait le retard taux prime de l'onde sonore dans l'air? Et la cinquième question, comparer le retard temporel de l'onde dans l'air et celui de l'onde dans la barre. Conclure. Les données, on a le volume d'air est égal à 340 mètres par seconde. Allez-y, on va commencer maintenant la correction. Pour la question numéro 1, indiquer à quel signal S ou S' correspond le capteur le plus proche de frappe. Capteur numéro 1. Alors, le capteur le plus proche, c'est celui qui va détecter le premier signal. Alors, d'après l'enregistrement, le premier signal, c'est celui-là. Alors, le premier signal, c'est S. Alors, automatiquement, le capteur numéro 1, ça va détecter le signal S. Ça marche. Alors, la réponse. Alors, capteur, le capteur le plus proche, d'accord, c'est le capteur numéro 1, bien sûr, capteur 1. Capteur 1, il correspond à, il détecte le signal S. Ça marche. Sinon, on peut dire le signal S, il correspond au capteur numéro 1. C'est clair? Deuxième question, déterminer le retard taux de l'onde entre les deux capteurs. Alors, d'après l'enregistrement, on peut remarquer ici que on a ici le temps. Alors, le retard entre les deux signaux. Alors, le front d'onde, on a deux perturbations, l'onde la première onde et la deuxième onde. Alors, le front d'onde de celle-là, il correspond à cette distance et en fait à cette durée. Et le front de deuxième perturbation, il correspond à celle-là.
Alors, c'est 10, c'est 11, pardon, c'est 11. Ici, c'est 11. Ici, c'est 1. Alors, la durée taux, ici, c'est T final, T initial. Alors, taux, le retard temporel, c'est T final moins T initial. Alors, c'est 11 moins 1. Alors, c'est 10. Alors, l'unité du temps dans l'enregistrement, c'est 10 à la puissance moins 5 secondes. C'est-à-dire la valeur trouvée ici, il faut la multiplier fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, le retard temporel taux, tout simplement, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. C'est clair? Alors, on va passer maintenant à la question 3 de l'exercice 1. On déduire la célérité de l'onde dans la barre. Alors, on veut déterminer maintenant, c'est-à-dire la vitesse de l'onde. Par définition, la vitesse, c'est quoi? C'est la distance sur la durée. Alors, déjà, dans la figure, on a la distance entre les deux capteurs. Alors, D est égal à 38 cm. Et la durée entre l'onde dans le capteur numéro 1 et le capteur numéro 2, c'est tau. C'est 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, on va faire une application numérique. Alors, la distance, c'est 38 fois 10 à la puissance moins 2. Et tau, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 5. Ça marche. Alors, on trouve que la vitesse de l'onde dans la barre est de l'ordre de 3800 mètres par seconde. C'est clair? Bon, maintenant, on va passer à la question 4. La question 4, c'est on place deux microphones distants de 38 cm dans l'air. D'accord? Au lieu des capteurs, que serait le retard taux prime dans l'onde sonore dans l'air? Alors, dans ce cas, au lieu d'utiliser des capteurs, on va utiliser des microphones. D'accord? Entre la même distance, entre les deux microphones, on a la même distance D égale à 38 cm. Mais le milieu c'est l'air. C'est-à-dire il faut utiliser la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Alors dans les données, on a la vitesse de l'onde sonore dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Et on a la même distance D, c'est 38 cm. Alors là, le retard temporel top prime, c'est quoi? C'est tout simplement c'est la distance sur la vitesse. Bien sûr, la vitesse dans l'air. Alors c'est 38 fois 10 à la puissance moins 2 sur vitesse de l'air 340. Alors top prime, on va trouver à peu près 111,7 fois 10 à la puissance moins 5 centimètres. Ça marche? C'est clair? Alors pour la dernière question de l'exercice, hein, comparer le retard temporel. Alors taux qu'on a trouvé dans la barre, dans l'onde, lorsque l'onde se propage dans la barre, on a trouvé 10 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Et le retard temporel top prime, lorsque l'onde se propage dans l'air, on trouve 111,7 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut dire que, ou bien on peut remarquer que top prime est très supérieur devant taux. Cela veut dire que l'onde dans la barre, la vitesse de l'onde dans la barre, c'est-à-dire dans la barre, est très supérieure devant la vitesse de l'onde dans l'air. Ce qui est normal. On a déjà dans le cours que la vitesse dans les solides est supérieure à la vitesse des ondes dans les liquides, ce qui est aussi supérieur à la vitesse de l'onde dans les milieux gazeux. Vous savez, dans les gaz. Ça marche. Alors c'est ça la conclusion. La conclusion que la vitesse de propagation de l'onde dans les solides, c'est-à-dire on a ici une barre métallique, c'est un milieu solide, est supérieure à la vitesse dans les gaz. Bien sûr l'air c'est un gaz. Bien les fluides, on peut dire les fluides. Si on dit si on ne peut pas utiliser les fluides car les fluides
c'est les liquides et les gaz, sont les deux, ce sont des fluides. Alors, l'air, c'est un gaz, d'accord? Alors, on va faire maintenant l'exercice 2 de la partie de physique. Alors, on va lire l'exercice. On a un vibreur effectué des vibrations sinusoïdales de fréquence n est égal à 20 Hz sur une courbe élastique. La courbe ci-contre représente l'aspect de l'onde à un instant t. La première question, l'onde étudiée est-il transversale ou longitudinale? Deuxième question, déterminer la période de l'onde et sa longueur d'onde et en déduire sa célérité, c'est-à-dire sa vitesse. Troisième question, comparer l'état de vibration de deux points de la corde, la source S et un point M, sachant que la distance entre ces deux points est SM est égale à 21 cm. La dernière question, déterminer la relation entre l'élongation de point M et celle de point S. D'accord? Alors, on va commencer la correction de l'exercice 2. La première question, l'onde est-il transversale ou bien longitudinale? Alors, d'après l'aspect de l'onde, d'accord, à l'instant t, on peut remarquer qu'on a ici la direction de propagation, et celle-là, c'est la direction de déformation. D'accord? Alors, d'après l'aspect, on peut déduire que les deux directions sont perpendiculaires l'un de l'autre. Alors, la nature de l'onde, c'est une onde, bien sûr, transversale. Ça marche, la réponse de la première question. On va justifier. On va justifier que les deux directions, la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déformation. Ça marche. La deuxième question, déterminer la période de l'onde et sa longueur d'onde et en déduire sa vitesse. Alors, les données Andy, on a déjà la fréquence est égale à 20 Hz. Alors, et on sait que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Alors, on va faire une application numérique. Alors, on va déterminer ici t, c'est longueur d'onde, et dans l'autre côté, on va déterminer la vitesse. C'est clair? Alors, c'est 1 sur 20 Hz. Alors, t est égal à 0,05 secondes. Très bien. Alors, pour la détermination de longueur d'onde, alors on va déterminer la longueur d'onde à partir de l'aspect de l'onde. Alors, c'est la distance entre ces deux points qui vibrent successifs, qui vibrent ou bien dans le même état de vibration. Alors, on prend par exemple ces deux points-là. Alors, celle-là, c'est 6 et pour cette distance, c'est 12. Alors, la longueur d'onde, tout simplement, c'est cette distance-là. Alors, c'est 12 moins 6. Alors, la lambda est égale à 6. Alors, l'unité de longueur d'onde dans ce cas, c'est centimètres, puisque on a les gradations en centimètres. D'accord? Bon, maintenant, on va passer à déterminer la célérité. Alors, la célérité, par définition, c'est la distance sur le temps. Alors, la distance, c'est la longueur d'onde. Et le temps, c'est la période t. Alors, la vitesse est égale à la distance, c'est la longueur d'onde, 6 fois 10 à la puissance moins 2. D'accord? On va convertir le centimètre en mètre. Et pour la durée, la période, c'est 0,05 cm. Alors, on va faire une application numérique. On trouve la vitesse, c'est 1,2 mètres par seconde. C'est clair? Très bien. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Comparer l'état de vibration de deux points de la corde, la source S et un point M, sachant que la distance entre ces deux points est SM. Alors, maintenant, il faut l'état de vibration. Est-ce qu'il vibre en opposition de phase ou bien en phase? Ça marche? Alors, on va déterminer la constante ou bien le nombre K, SM sur lambda. Alors, automatiquement, il a besoin en opposition là. En phase,
كنديروا هذا لو رابور هذا الا خرجنا واحد لو نومبر ما فيهش الفيرغول راه اون فاز الا خرجتنا فيه لا فيرغول راه اون اوبوزيسيون دو فاز ça marche عقلوا على هاد l'astuce هذا alors c'est 21 cm alors on va travailler la longueur d'onde خرجت لنا 6 cm c'est pas la peine باش نحولها la longueur d'onde خدامين بالسنتيم بالسنتيم ça marche alors c'est 21 sur 6 pardon on va trouver 3,5 alors j'ai un nombre les filles la virgule c'est-à-dire le point S c'est-à-dire les deux points S et M, d'accord, vivre en opposition de phase. التعاكسين في الطول en opposition de phase. C'est clair? كل لقينا واحد لو نومبر ما فيهش لا فيرغول هنا نقولوا en phase. C'est clair? Alors la dernière question de l'exercice 2 du devoir, déterminer la relation entre l'élongation du point M et celle du point S. Alors la question, c'est une question de cours. L'élongation notée Y. Alors Y le point M qui met les le cours. L'instant T, ce n'est que l'élongation de la source d'Eli. L'instant T moins tôt. Avec taux, c'est le retard temporel. Le retard temporel. Alors, avec taux est égal à quoi? Est égal à la distance SM sur la célérité. C'est SM sur V. C'est clair? Alors, l'élongation d'un point M à un instant donné T est égale à l'élongation de S, de la source, d'accord, à une durée T moins le retard temporel, moins taux. C'est clair? Alors, on va faire l'exercice 3 de la partie de physique. Alors, on va lire l'exercice. On éclaire avec une source laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine verticale de largeur A, petit a est égal à 0,06 mm. On observe sur un écran placé à une distance grande D de la fente un ensemble de tâches de direction horizontale. La tâche centrale a une largeur grand L. On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L. La courbe de la figure ci-contre donne les variations de L en fonction de D. Alors la première question donne la définition de la lumière monochromatique. Deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence dans la figure ci-contre. Troisième question, établir l'expression de L en fonction de petit a, grand D et lambda. On prend tangente θ à peu près égal à θ. Quatrième question, en exploitant la courbe grand L en fonction de D, déterminer la valeur de lambda. Cinquième question, la lumière utilisée est-il visible et la justification. Sixième question, on remplace le laser par une source de lumière blanche et la fonte par un prisme en verre. 6.1, quel phénomène sera-t-il mis en évidence? La dernière question, quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air vers le verre, la longueur d'onde, la fréquence ou la célérité? D'accord? Tu peux dire pause ou l'exercice, après tu fais la correction. D'accord? Alors on va commencer la correction. La première question donne la définition de la lumière monochromatique. Alors, comme on sait qu'il y a une lumière monochromatique, une autre qui est polychromatique. Alors, polychromatique, c'est une lumière qui contient plusieurs radiations, d'accord, de plusieurs fréquences, d'accord. Par contre, une lumière monochromatique, c'est, alors on va écrire une lumière monochromatique. Monochromatique, alors ne contient qu'une seule radiation, de fréquence bien définie. Ça marche? C'est ça la définition d'une lumière monochromatique. La deuxième question, quel est le phénomène mis en évidence dans la figure? Alors, on va voir, on peut observer ici dans la figure qu'on a une radiation.
une onde lumineuse, alors rencontre une ouverture de largeur petit a. Et sur l'écran, on obtient des taches de lumière, brillantes, des taches brillantes et des taches sombres. Alors ce phénomène-là, c'est le phénomène de diffraction. C'est le phénomène de diffraction. C'est clair? Alors pour la troisième question, établir l'expression de L en fonction de petit a, grand D et lambda. Alors on sait que quoi? Que θ est égal à lambda sur A. C'est l'écart angulaire. D'accord? C'est l'écart angulaire. L'écart angulaire. Et d'après la figure, on peut déterminer une autre relation de θ. Alors on a un triangle rectangle. C'est celui-là. D'accord? Voilà. Donc, alors cette distance-là, c'est L sur 2. Et celle-là, c'est grand D. Voilà. Et l'angle θ. Alors tangente θ est égal à quoi? Est égal à L sur D sur 2, le tout sur D. Alors tangente θ est égal à peu près θ, est égal à L sur 2D. Alors on a deux relations de θ. θ est égal à lambda sur A et θ est égal à L sur 2D. Alors on va faire l'égalité entre les deux expressions. Alors on obtient lambda bien L, qu'est-ce que vous voulez? L, d'accord. Alors L sur 2D est égal à lambda sur A. Alors on obtient L est égal à lambda fois 2D sur A. Voilà, on a trouvé l'expression demandée dans la question, c'est-à-dire L en fonction de petit a et grand D et lambda. C'est clair? Alors, en passant maintenant à la question 4, en exploitant la courbe L en fonction de D, déterminer la valeur de lambda. Alors, on a ici, d'après la courbe, on a une fonction linéaire de L en fonction de D. Alors, c'est une fonction linéaire. Alors, fonction linéaire. Alors, L est égal à K fois D. Avec K, c'est le coefficient directeur. Alors, on a déjà trouvé une expression dans la question précédente que L est égal à 2 lambda. 2 lambda sur A fois D. Alors, par identification, on peut trouver que le coefficient directeur, c'est 2 lambda sur A. C'est clair? Alors, on va déterminer maintenant le coefficient directeur K. Alors, K, c'est quoi? C'est delta L sur delta D. Alors, L final moins L initial. L sur D final moins D initial. Et on va choisir arbitrairement deux points. Un point initial, par exemple, celle-là, c'est le point initial. Et la dernière point, c'est le point final. Le dernier point, c'est le point final. Alors, L final est égal à 4. D final est égal à 200. Et L initial est égal à 0. D initial est égal à 0. Alors, K est égal D, L, c'est 4 sur moins 0 sur 200 moins 0. Alors, on va trouver K est égal à 0,002. C'est clair? Alors, moi, je vais 0,02. Alors, d'abord, on va déterminer maintenant lambda à partir de cette relation. Alors, lambda est égal à quoi? Est égal à A fois K sur 2. Alors, A, c'est la largeur de la fente. Déjà, est égal à 0. Alors, K est égal à 0,02 fois petit a. Il y a 0,06 mm. On va le multiplier fois 10 à la puissance moins 3. On divise tout par 2. Alors, une application numérique, on trouve que lambda est égal à 600 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Et voilà la longueur d'onde. On a déterminé la longueur d'onde de radiation utilisée dans la lumière monochromatique. C'est clair? Alors, pour la question suivante. La lumière utilisée est-elle visible et justifiée? Alors, la longueur d'onde trouvée dans la question précédente, c'est 600 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Alors, moins 9 mètres, 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est le
nanomètres. Alors, lambda est égal à 600 nanomètres. Et on sait que le domaine visible, les fréquences, c'est l'intervalle entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Au-dessus de 400, on a l'infrarouge. Et au-dessous de 400 nanomètres, on a l'ultraviolet. Alors, et ce domaine-là, c'est le domaine visible. D'accord? Alors, on a lambda est égal à 600. Alors, elle appartient à ce domaine-là. Donc, la lumière est visible. Donc, la lumière est visible. نقدروا نشوفوا هاد لا لوميير هادي حيت لا فريكونس ديالها او لا لونغور دوند ديالها كاين في هاد لو دومين اللي بين 400 و 800. C'est clair? Pour la sixième question, on remplace le laser par une source de lumière blanche. يعني نحيدو هذاك اللازر ونديرو واحد source de lumière blanche. Lumière blanche. D'accord? Alors, et la fonte, on remplace la fonte par un prisme en verre. يعني نحيدو ديك لا فونت نديرو un prisme, نديرو un منشور. Alors, qu'est-ce qu'on va observer à la sortie? On va sortir plusieurs radiations. D'accord? Et sur l'écran, on obtient le spectre de la lumière blanche. Le spectre de lumière blanche. Ici, on a le rouge, et c'est le violet. Et entre le rouge et le violet, les autres couleurs de notre spectre de lumière blanche. Ça marche? Alors, le phénomène, c'est le phénomène de dispersion. تسمى أو بالعربية ظاهرة كاينة ظاهرة التبدد. Ça marche. Phénomène de dispersion. Ça marche. Pour la dernière question de l'exercice 3, quelle est la grandeur qui ne change pas lors du passage d'une radiation de l'air vers le vert, la longueur d'onde ou la fréquence ou la célérité? Pour régler ce problème une fois pour toutes, la fréquence ne change pas quel que soit le milieu. يعني انت عندك le numéro de la carte nationale ديالك في même شي سكنتي واخا تشونجي لادريس غيبقى ديما داك لو نيميرو دو لا كارت ناسيونال هو نفسه. يعني كنتي في كازا ومشيتي لطونجي باغ اكزومبل كان عندك لو نيميرو دو لا كارت ناسيونال غتشونج لادريس غتبدل. باغ كونطخ هذاك لو نيميرو دو لا كارت ناسيونال اللي هو الفريكونس ديال لوند غيبقى نفسه. يعني كنا في لو فير ولا كنا في لير لا فريكونس لوند ريست لو ميم reste la même, pardon. Par contre, la longueur d'onde de la fréquence, ça va être changé lorsqu'on change le milieu. Ça marche? Alors, la grandeur qui ne change pas. La grandeur qui ne change pas. C'est la fréquence. Voilà. La fréquence. C'est une question. On va faire maintenant la partie de chimie. Alors, on va lire l'exercice. Alors, on s'intéresse à suivre l'évolution de la réaction de l'acide chlorhydrique H plus Cl- et l'aluminium Al à une date t égale à 0 secondes. On introduit une masse petit m est égale à 10,8 g d'aluminium en poudre dans un ballon contenant un volume V est égal à 0,05 litres d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On suit l'évolution de la quantité de matière des ions H+, en fonction de temps. Ça marche? La figure 1 représente la variation de la quantité de matière de H+ en fonction de temps. La figure 2, celle-là, elle représente quoi? Elle représente la variation de la quantité de matière en fonction de l'avancement de la réaction. Alors, les données de l'exercice, toutes les mesures ont été effectuées en 20 degrés C. La masse molaire de l'aluminium 27 g par mol et l'équation bilan de la réaction 2Al aluminium, bien sûr solide, 6H plus aqueux et 2Al3 plus aqueux et 3H2 l'état gazeux. Ça marche?
Alors la première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Question 2, citer d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. La question 3, calculer la quantité de matière initiale d'aluminium. Question 4, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de l'ion H+. Cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Sixième question, déterminer Xmax, l'avancement maximal, et déduire le réactif limitant. La septième question, à l'aide de la figure 2, c'est-à-dire celle-ci, montrer que la quantité de matière de H+, est donnée par la relation suivante. NH+ est égal à 0,6 moins 6x. Et huitième question, calculer NH 1 demi, c'est-à-dire la quantité de matière de H+ au temps de demi-réaction. On déduire le temps de demi-réaction. Question 10, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par V de T est égal à moins 1 sur V dNH sur dt, avec le volume V, c'est le volume du mélange. Question 11, calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à 0. Et deuxième question, la dernière, à quel instant la valeur de l'avancement de la réaction sera égale à x est égal à 0,05 mol. Allez-y, on va commencer la correction. La première question, donner les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Voilà, on a ici la réaction bilan, il y a l'équation bilan. Alors, comme je venais, on dit AL, AL3+. Alors, il y a une astuce pour déterminer les couples. Alors, AL, elle a donné AL3+. Alors, pour équilibrer ces demi-équations, alors on a ici un seul atome de l'aluminium à gauche et à droite. Et on va passer à la charge, l'équilibration de la charge avec les électrons. Alors, il faut ajouter 3 électrons pour équilibrer la charge. 3 plus moins 3, c'est 0. À gauche et à droite, on a 0, 0. Alors, toujours les électrons sont toujours à côté de l'oxydant. Alors, et on sait que le couple s'écrit sous cette forme, ox sur red. Toujours l'oxydant à côté des électrons. Alors, Al3+, c'est l'oxydant. Et le réducteur, c'est Al. C'est clair? Alors, pour le deuxième couple, le truc c'est simple. Alors, puisque on a la réaction de Al, c'est le réducteur. Elle va réagir bien sûr avec l'oxydant. Alors, H+, c'est l'oxydant. Et H2, c'est le réducteur. C'est clair? Et on a trouvé maintenant les couples oxydoréduction intervenant dans la réaction. Ça marche? Dans la deuxième question, citez d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction. Alors, d'après l'équation de bilan, on peut remarquer ici que on a dans les produits, on a H2. H2, c'est un gaz. Alors, on peut dire que puisqu'on a dans les produits un gaz, alors automatiquement, d'accord, on peut faire le suivi avec bien par mesure de pression ou bien aux mesures, d'accord, de volume. C'est clair? Les autres techniques, les le cas, puisque l'un des produits c'est un gaz, donc de le suivre par mesure de pression et la mesure de volume. C'est clair? Alors la troisième question, calculer Ni, la quantité de matière initiale de l'aluminium. Alors Ni c'est un solide. Ils ont déjà donné dans les données la quantité de matière, pardon, la masse et la masse molaire. D'accord? Alors on va faire une application numérique directement. Alors Ni de aluminium, c'est la masse de l'aluminium utilisée. Et sur la masse molaire d'aluminium, alors on a déjà la masse. La masse c'est 10,8 grammes. Sur la masse d'aluminium, 27 grammes par mol. Alors la quantité de matière initiale d'aluminium est égale à 0,4 mol. Ça marche. Alors pour la question suivante, déterminer graphiquement la quantité de matière initiale de
H plus. Alors, d'après le graphe, à t est égal à 0, c'est-à-dire l'état initial, il n'y a pas d'avancement. Alors, déjà, l'avancement est égal à 0. Alors, on va chercher la valeur correspond de la valeur de la quantité de matière de H plus correspond à x est égal à 0. Alors, pour x est égal à 0, déjà, la valeur de la quantité de matière de NH plus est égale à 0,06. Alors, d'après la figure, Ni de H plus est égal à 0,6 mol. C'est clair? Cinquième question, dresser un tableau d'avancement. Alors, on a ici l'équation. L'équation. Ici, on a l'état, l'avancement. Ici, 0, x max. L'état initial, intermédiaire et final. Alors, c'est les quantités de matière en mol. Alors, pour la quantité de matière d'aluminium, c'est 0,4 initial. Et pour le H+, le proton H+, c'est 0,6. Ici, 0, 0. Dans l'état intermédiaire, c'est 0,4 moins 2x. 0,6 moins 6x plus 2x plus 3x. Alors, pour l'état final, moins 2x max et 0,6 moins 6x max plus 2x max 3 plus 3x max. C'est clair? Très bien. On a terminé maintenant le tableau d'avancement. Sixième question, déterminer x max, l'avancement maximal de la réaction et déterminer le réactif limitant. D'accord. D'accord, maintenant on suppose. On suppose que AL est le réactif limitant. Ça marche. Et le réactif limitant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité, sa quantité de matière finale est égale à 0. C'est-à-dire tout ça est égal à 0. C'est clair? C'est-à-dire 0,4 moins 2x max. On va noter x max 1 puisqu'on a la proposition 1. D'accord? Alors x max 1 est égal à 0,4 sur 2. Alors x max 1 est égal, à peu près, c'est 0,2 mol. Et la deuxième proposition, bien là, on suppose que H plus est le réactif limitant. Alors on revient au tableau d'avancement. Alors 0,6 moins 6x max est égal à 0. 0,6 moins 6x max, x max 2 est égal à 0. Alors x max 2 est égal à 0,1 mol. On va comparer les deux valeurs de x max qu'on a obtenues. Alors, d'après la littérature, alors x max serait là, il y a x max. Alors donc, x max est égal à 0,1 mol. Voilà, on a déterminé x max. C'est clair. Et le réactif limitant, c'est celui qui a la plus petite x max, c'est H plus. Alors, le réactif limitant, deux points, c'est H plus. C'est clair? La question 7. À l'aide de la figure 2, montrez que la quantité de matière H plus est donnée par NH plus est égal à 0,6 moins 6x. Alors d'après la figure, on peut constater que on a une fonction affine. C'est-à-dire on peut écrire cette fonction comme sous cette forme. Alors c'est AX plus B, d'accord? Avec B c'est l'abscisse à l'origine, au A c'est le coefficient directeur. Alors on va déterminer B. Alors pour X est égal à 0, B est égal à la quantité de matière initiale de H+. C'est 0,6. Ça marche. Et pour A, c'est le coefficient directeur, c'est N delta NH+, sur delta X. On va prendre bien sûr deux points, point initial et le point final. Alors pour le point initial, N initial est égal à 0,6 et X est égal à 0. Point final, N final est égal à 0 et X est égal à 0,1. D'accord? Alors, c'est N final
égal à ici 0, n final, pardon, c'est 0,0 moins de n. Point initial, 0 moins 0,6. Et l'autre, c'est 0,1 moins 0. Alors, on obtient que le a est égal à 0,6. Maintenant, on va remplacer dans l'expression précédente. Alors, nx plus est égal à moins, pardon, ici c'est un signe moins, pardon. Il y a un signe moins ici. Alors, un signe moins هنا. وهذا يتعاود هنا نمسح هاد البارتي وندير est égal. A est égal à moins 6, moins 0,6x plus 0,6. Voilà, on a trouvé l'expression demandée dans la question. La quantité de matière de H+ est égale à moins 0,6x plus 0,6. Ça marche? Huitième question, calculer n de H plus 1 demi, la quantité de H à l'instant t 1 demi. Alors on a déjà n de H plus est égal moins 0,6, d'accord, plus 0,6 moins 6, pardon, x. Alors n 1 demi, n de H plus 1 demi est égal à plus 0,6 moins 6 fois x 1 demi avec l'avancement à t 1 demi, c'est x max sur 2. Alors on va trouver 0,05. Alors n de h plus 1 demi est égal à 0,6, pardon, moins 6 fois 0,05. Alors on va faire l'application numérique de ça. C'est égal à 0,3 mol. C'est la quantité de matière à T1 demi. Pour la question 9, T1 demi, le temps de demi-réaction. Alors on va chercher N1 demi de H plus est égal à 0,3 mol. Alors 0,2, 0,3. Alors ici on a 0,3 mol. On va faire la projection sur la courbe. Voilà. Alors ici c'était T1 demi. Donc le temps de demi-réaction, c'est 10. Ici, on a la seconde, 10 secondes. Ça marche. Pour la question 10, montrer que l'expression de la vitesse volumique de la réaction est donnée par. Alors, on a dans le cours que la vitesse volumique, c'est 1 sur V d de x sur dt. X de t, c'est bien sûr l'avancement. On a déjà déterminé l'expression entre n h+, c'est 0,6 moins 0 moins 6x de t. Alors on va dériver ça. Alors dn de h plus sur dt, dérivé de 0,6 sur dt. Alors moins 6 dérivé de x sur dt. Alors la dérivée d'une constante est égale à 0. Alors on obtient que dx sur dt est égal à moins 1 sur 6 dn sur dt. Bien sûr la quantité de matière de h plus. هادشي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه درنا غير لا ديريفي هنايا صافي لا dérive par rapport au temps. Alors on va remplacer dx sur dt dans l'expression de la vitesse volumique. Alors vitesse volumique c'est 1 sur v fois moins 1 sur 6 dn de h plus sur dt. Alors on obtient que la vitesse volumique c'est moins 1 sur 6 v dn de h plus sur dt. Voilà, on a trouvé l'expression demandée. C'est clair? Alors on va passer à la question 11. Calculer le volume et la vitesse volumique. Alors on a l'expression trouvée dans la question 10, c'est moins 1 sur 6 v dn de h plus sur dt. Alors on a déjà la tangente à l'instant t est égal à 0. On va déterminer la pente. Alors la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur du tangente, c'est dn h plus sur dt. Alors la pente, c'est-à-dire on se met à p, c'est delta nh plus sur delta t. Alors on va déterminer deux points, le point initial. On va dire que c'est le point final. Alors le point initial, je vais les coordonnées ديالها. عندنا n initial غتساوي 0,6 و t initial غتساوي 0.
point final, n final c'est 0, t final c'est 15, 15, 10, 15, 20, d'accord? On a c'est 15. Alors on va remplacer ça. Alors c'est n final moins n initial sur t final moins t initial. Alors p est égal. Alors n final c'est 0 moins 0,06 sur t final c'est 15 moins 0. Alors on a seconde, on a le mol. D'accord? Alors هنا عندي المول كي الفوليوم باش عندي بالليتر. الوغ الليتر مع كيمشي مع المينوت. الوغ خصني نحول لا دوغي للمينوت باش يكون عندي، حيت عارفين لي زونيتي ديال الفيتاس كتكون مول ياك لتر موان 1 مينوت موان 1 باردون مينوت، ولا المول متر موان 3 سكوند موان 1. الوغ انا عندي دو بوسيبيليتي، سواء نحول المليلتر للمتر كوب ولا نحول السكوند للمينوت. الوغ انا السكوند للمينوت عندي 15 سكوند، داكوغ. كنعرفوا ان شاك واحد مينوت شحال فيها 60 سكوند. انا عندي 15 سكوند وبغيت المينوت اكس بالمينوت ديالي واحد هي 15 سور 60، يعني نضرب كلشي في 60 ça marche. Alors غنلقى la pente ديالي. Alors on va faire une application numérique rapidement. C'est 0,6 bien sûr avec un signe moins divisé par 15, le tout fois 60. Voilà, c'est 2,4. La pente c'est moins 2,4. Alors l'unité de ça c'est mol par minute. C'est clair? Alors je vais effacer ça. Alors pour continuer la correction. D'accord, très bien. Maintenant, on a la pente, on a dn sur dt, c'est moins 2,4 mol par minute. Alors on va remplacer ça dans l'expression de la vitesse. C'est moins 1 sur 6 fois v dn sur dt. Alors moins 1 sur 6 fois, quelle est la valeur du volume qu'on a utilisé dans cet exercice? Alors je reviens au début de... Alors c'est 0,05 litres. Voilà. 0,05 litres. 0,5 fois moins, avec un signe moins, il devient plus, 2,4. Alors 2,4 divisé par 6 fois 0,05, on obtient 8. Alors la vitesse c'est 8 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà, c'est la valeur de la vitesse initiale de notre réaction, la vitesse volumique bien sûr de notre réaction. Alors la dernière question, à quel instant la valeur de l'avancement de la réaction est égale à x 0,05. Alors on a déjà n de h+, d'accord, est égal à 0, est égal à moins 6x plus 0,6. C'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors on va chercher la quantité de matière de H+ correspond à la valeur de x est égal à 0,05. D'accord? Alors c'est moins 6 fois 0,05 plus 0,6. Alors on trouve 0,3. Alors la valeur correspond à cette valeur, c'est 0,3 mol. C'est aussi T1 demi, 0,005. Alors l'instant T est égal à T1 demi, est égal à T, est égal à 10 secondes. C'est clair? Alors c'est là qu'on s'arrête la correction des devoirs surveillés numéro 1 de premier semestre. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Alors partagez au maximum. Bon courage.